Winston Churchill est sans doute un des plus grands acteurs de l'histoire du XXe siècle. À coup sûr, le plus célèbre et le plus glorieux des citoyens du Royaume-Uni et un acteur incroyable de l'histoire européenne. Sa vie, qui fut longue, de 1874 à 1965, donc sur presque 90 ans, est aussi une vie d'aventure extraordinaire. Parce que Churchill, avant d'être l'homme d'État qui a fait sa gloire, a été un aristocrate à l'anglaise, avec des excentricités incroyables, un combattant sur tous les fronts. Il s'est battu dans des conditions non pas du début du XXe siècle, qui était son temps, mais même du XIXe siècle. La guerre à cheval, au sabre, que ça soit au Soudan, en Égypte, en Inde, en Afrique du Sud. Il a été prisonnier, il s'est évadé. Donc une vie qui aurait été de toute façon une vie d'aventure exceptionnelle sans le destin qui l'attendait. Issu d'une des plus grandes familles aristocratiques d'Angleterre, son ancêtre illustre, le duc de Marlborough, il est né au château de Blenheim, qui est aussi un haut lieu de l'aristocratie anglaise. Il sera marqué par sa jeunesse par le destin un peu inachevé de son père qui s'appelait Randolph Churchill, et sur lequel il a écrit une biographie. Il ne faut pas oublier que Churchill est aussi un grand auteur de littérature. Il a écrit des dizaines d'ouvrages, certes, ses mémoires, les mémoires de la Première Guerre mondiale, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Il a été pour cela prix Nobel, et non pas, comme c'est souvent le cas pour des hommes politiques, prix Nobel de la paix, mais il a été prix Nobel de littérature. Randolph Churchill, donc son père, qui avait été un éminent homme politique conservateur de la fin du XIXe siècle, de la fin de l'ère Victoria, a eu un destin inachevé puisqu'il est mort assez jeune après avoir été plus ou moins disgracié par le parti conservateur. Churchill, lui, va faire un parcours politique beaucoup plus étonnant, parce que s'il est conservateur par tradition et par famille, il va faire ce qui est rare, en tout cas il est rare que ces mouvements réussissent, il va faire un changement de parti, puisqu'il va se faire élire très jeune, à moins de 30 ans, député du parti Tory, des conservateurs, mais il va faire toute une partie de sa carrière avec les Y, avec les libéraux, et c'est avec l'étiquette des libéraux qu'il fera ses premières armes ministérielles, et notamment le ministère de la Marine, l'amirauté, comme on dit, pendant une partie de la guerre de 14, jusqu'à ce terrible échec, parce que Churchill est aussi l'homme des échecs. Il a connu dans sa vie des échecs. Le premier, un des plus importants qu'on lui attribue, c'est que en tant que premier lord de l'amirauté, il a engagé la bataille que nous appelons en France des Dardanelles, qui est la bataille aussi de Gallipoli, qui consistait à aller attaquer les Turcs alliés des empires centraux pendant la Première Guerre mondiale en 1915. Cette opération a été un fiasco. Churchill en a porté, les historiens en discutent, une part de la responsabilité. Et après cet échec, Churchill a eu le courage de se faire nommer officier combattant, et il a passé le reste d'une partie de la Première Guerre mondiale comme officier auprès des troupes anglaises, notamment en Belgique. Mais donc c'était au titre du Parti libéral que Churchill a été lord de l'amirauté. Et puis dans la deuxième partie de sa carrière politique, il va revenir dans sa famille d'origine, et il va revenir chez les Tories. Et on peut dire que la carrière politique de Churchill, du fait de ce changement, a connu une éclipse. Et c'est vrai que la décennie des années 30, jusqu'à son arrivée au pouvoir en mai 1940, a été une décennie où Churchill était plutôt en dehors des responsabilités gouvernementales.
son deuxième échec politique, en tout cas vu comme tel. Il l'a connu aussi avec l'étiquette libérale quand il était chancelier de l'Échiquier, donc ministre des Finances dans les années 1925-28. Et où là, il s'est accroché pour la fierté de l'Angleterre à l'étalon or, ce qui était sûrement pas une bonne décision économique. Donc vous voyez, c'est un personnage qui n'a pas une carrière linéaire, Churchill. Et là-dessus, on ne parle pas de sa vie privée avec ses hauts, ses bas. Vie privée qui, au demeurant, n'est pas très tourmentée. Il a été très proche de sa femme, Clémentine. Il a eu des enfants qui lui ont pas toujours donné satisfaction. Il a perdu aussi une petite fille, mais c'était pas très rare à l'époque. Mais il a eu surtout dans sa vie privée des affrontements avec des amitiés aussi, mais des affrontements avec beaucoup de ses collègues, sa personnalité extraordinaire, ses jeux de mots absolument terribles, ont évidemment lui ont créé des inimitiés assez considérables. Et puis donc le destin va arriver. Le destin Churchill, qui avait annoncé les étapes successives de la montée en puissance de l'Allemagne nazie, soit reconnu comme, malgré son caractère, malgré ses extravagances, comme la situation, et que le roi George VI fasse appel à lui. Et donc de mai 1940 jusqu'en juillet 1945, Churchill va être l'homme du destin, l'homme exceptionnel, l'homme qui aura porté presque seul le moral des Anglais et de tous ceux qui ne voulaient pas céder devant Hitler. Un homme avec un charisme inouï à travers ses fameux discours. Churchill est un très bon écrivain, est un orateur exceptionnel, avec un langage extrêmement bien choisi. Certaines de ses formules sont restées absolument fameuses. Pour en citer quelques-uns, il y a eu au moment de Munich le fameux « Vous avez préféré le déshonneur à la guerre, vous avez le déshonneur et vous aurez quand même la guerre ». Il y a eu aussi, au moment du Blitzkrieg, et quand l'Angleterre subissait les bombardements de l'Allemagne à l'été, à l'automne 40, et que l'Angleterre a été sauvée notamment par l'héroïsme des pilotes de la Royal Air Force, où Churchill, en hommage à ces pilotes dont beaucoup ne sont pas revenus, leur avait dit « Jamais dans l'histoire aussi peu d'hommes ont sauvé la vie d'un aussi grand nombre d'autres hommes ». Et puis, au moment de la guerre, quand il faut bien voir que Churchill était bien seul dans la première partie de la guerre triomphante de l'Allemagne nazie, donc jusqu'au basculement de l'hiver 42-43, et où Churchill, à ce moment-là, quand il y a eu la bataille de Stalingrad, quand il y a eu les revers de l'Allemagne en Afrique avec l'Allemagne, Churchill leur a dit à la radio, pour montrer qu'il y avait un espoir quand même de victoire au bout: ce n'est pas la fin, ce n'est pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Et donc voilà, ces formules et bien d'autres sont restées célèbres, et écouter aujourd'hui encore les discours de Churchill, et encore plus en anglais, c'est quand même se confronter à ce que l'art oratoire en politique fait de mieux. Je crois qu'il n'y a pas d'autres exemples. Churchill, à la fin de la guerre, l'ingratitude des peuples étant ce qu'il est, sera battu aux élections par les travaillistes, et donc c'est Clement Attlee qui deviendra le Premier ministre de l'immédiate après-guerre. Churchill ne renonça pas, alors peut-être, c'est toujours pareil, le combat de trop. Churchill, déjà âgé, ne renoncera pas, puisqu'il va revenir à la tête du Parti conservateur, et il va revenir au 10 Downing Street en 51, ce qui fait qu'il sera le premier
Premier ministre de la reine Élisabeth, la reine d'aujourd'hui Élisabeth, qui a connu, je crois, 16 ou 17 premiers ministres. Le premier, quand elle est arrivée sur le trône d'Angleterre en 1952, le premier qui était en place, c'était Churchill, qui a fait terriblement souffrir son successeur potentiel et fidèle Anthony Eden, qui lui a finalement succédé. Et c'est vrai que le dernier mandat de Churchill n'était pas forcément utile à sa gloire. Encore qu'il y a eu des moments incroyables dans ce passage et que évidemment personne ne voulait mettre en cause la statue du commandeur. Voilà, et donc après Churchill va s'adonner dans sa propriété de Chatwell à sa passion. C'était un peintre, Churchill, il a peint beaucoup, des choses. Alors évidemment, quand elles sont signées Churchill, on va dire qu'elles sont plutôt belles. Mais en tout cas, il avait cette passion qu'il exerçait aussi dans des endroits colorés. Il aimait beaucoup la Provence et il venait souvent, notamment au Beau de Provence, pour peindre les lumières de la Provence, voilà, jusqu'à ce qu'il s'éteigne en 1965. Et effectivement, aujourd'hui, après ces années, incontestablement le plus grand des Anglais, un héros européen qui est admiré dans beaucoup de pays, et puis cette extraordinaire histoire d'avoir été, et au moins jusqu'à ce que les Américains prennent le pas dans la Deuxième Guerre mondiale là-dessus, l'homme qui a résisté à Hitler, et qui a galvanisé ce peuple qui, dans cette période-là, a été les Anglais qui sont parfois un peu désorientants et qu'on trouve dérangeants et qui ne sont pas toujours compréhensibles. Les Anglais ont été, pendant cette période, galvanisés par Churchill, un peuple héroïque, et ça restera pour toujours dans l'histoire de l'Angleterre un des plus grands moments qui n'a pas d'équivalent. Et effectivement, en plus, quand on le regarde en tant que Français, et qu'on compare la même époque, les gouvernants de la France de 1940 par rapport à ce qu'a pu faire Churchill, évidemment, on ne peut que rendre hommage au peuple anglais et se dire que si Churchill n'avait pas existé, peut-être que le destin de l'Europe aurait été différent. Merci.